réfléchi en plus avec Dominique Delard, le général Delard, pardon. Donc là, je suis entouré de Saint-Cyriens, c'est ça? On va parler haut. Monsieur Delard, est-ce que vous nous entendez? Oui, parfaitement, oui. Très bien. On va parler défense française et suggestions à l'OTAN. Vous entendez? Allez, les micros. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, monsieur Mal. Bon. Allez, ça marche, il marche pas là? Allez-y. 1, 2, 3, rien. C'est bon, c'est bon. Ah, on a vu le son là, c'est bon, la technique est. Elle est sur le pont, la technique. Bon. Défense française, suggestion à l'OTAN. Mon général Delard, qu'est-ce que vous pensez là de l'armée française actuelle? Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Est-ce que, comme disent certains médias, on n'aurait que 4 heures de. Si demain on était attaqué? Non, non, il ne faut pas exagérer. Hein. Alors, la défense française a considérablement évolué depuis le temps où je suis rentré dans l'armée, en 1968. Depuis cette période-là, les effectifs ont été divisés par 3 ou 4. Le nombre de régiments a fondu également, au point que l'armée française aujourd'hui, elle rentre dans le Stade de France. Pratiquement toute la partie vive de l'armée française rentre dans le Stade de France. Le nombre de régiments d'infanterie, ceux qui font le boulot comme a pu le faire Wagner à Bakhmout, ben c'est à peu près à quelque chose près, c'est en effectif, c'est 20 régiments d'infanterie, c'est-à-dire moins que Wagner. Donc, et c'est toute l'armée française. Alors là, cette armée française est aujourd'hui répartie pas seulement sur le territoire métropolitain, elle est dispersée, hein. Non seulement elle est peu nombreuse, moins bien équipée, donc beaucoup moins de chars, 220 chars, hein, c'est-à-dire et encore, on n'est pas très sûr qu'ils fonctionnent tous. Donc, si vous voulez, avec ça, je ne pense qu'on soit en état de faire une guerre victorieuse. Et d'ailleurs, si l'OTAN pouvait mener cette guerre victorieusement et était sûr de son coup, on serait déjà en guerre avec tous les moyens dont on dispose, mais tous ces moyens ne suffisent pas. En plus, on a commencé déjà à donner une bonne partie de ces moyens, que ce soit en termes de munitions, on n'en avait déjà pas beaucoup, 4 jours de combat, de munitions. Donc, je ne vois pas vraiment comment, et la France, et l'OTAN, parce que l'OTAN n'est pas mieux loti que nous. L'OTAN, c'est l'Allemagne qui a également 200 chars comme nous, 200-220 chars, et elle en a déjà donné une partie à l'Ukraine. La Grande-Bretagne, c'est 200 chars également, donc les 3 pays majeurs de l'Union européenne, c'est 600 chars aujourd'hui. On avait, pour mémoire, hein, à l'époque où je suis rentré, on avait 1400 chars. Aujourd'hui, 1400 chars tout seul, la France. Aujourd'hui, France plus Allemagne plus Grande-Bretagne, c'est 600 chars. Donc, on n'est pas aujourd'hui en mesure d'affronter l'éventuel combat en Ukraine ou ailleurs. C'est pour ça qu'on essaye d'utiliser d'autres armes comme l'arme économique. Dites-moi, mon général Pickman, 4 étoiles, hein, vous connaissez, vous étiez à Calais, pour le coup, courageusement. Quand vous entendez ce que dit le général Delard, est-ce que vous comprenez que la France envoie ses fleurons, les canons César et autres? J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit le général Delard. On n'est pas tout à fait de la même génération, mais enfin, il est un petit peu plus jeune que moi. Je crois qu'une rupture s'est faite quand il y a eu en 1996 la suspension du service national. Le service national, c'était le socle de la défense de la France.
on avait pratiquement à ce moment-là un effectif de 400 000 hommes. Et cette disparition a entraîné d'abord la disparition aussi du lien armée-nation et a amené une armée professionnelle à se paupériser progressivement, de manière extrêmement importante, dans les budgets, dans les effectifs. Et donc je pense que ce choix qui a été à l'époque de celui du président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, a été une erreur considérable. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui aujourd'hui s'en rendent compte. Et pour vous faire une confidence, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Chirac en 1999. Je commandais à l'époque encore la Légion étrangère, à la garden party de l'Élysée. Il m'a dit, je vous connais bien mon général, la plus grosse connerie que j'ai faite, c'est d'avoir écouté un certain nombre de politiques et de militaires qui m'ont amené à supprimer le service national. Oui, mais c'était pas l'armée du... Allez-y, applaudissez, général. Est-ce que c'était pas l'armée du métier qu'écrivait le général de Gaulle? Cette fameuse armée du métier Que le général de Gaulle voulait? Oui, c'est-à-dire qu'il écrivait ça avant-guerre, il parlait de l'armée de métier. Est-ce que c'était ça? Oui, mais l'armée de métier, c'était différent. Il parlait de l'armée de métier au niveau du professionnalisme, c'est-à-dire d'avoir des militaires bien formés. Il ne parlait pas d'une disparition du service national, qui est le socle d'une nation. Un pays qui n'a plus de service national, donc il y a un enveloppe assez jeune, chaque année connaître un petit peu ce qu'est l'esprit de défense, ce qui est la solidarité, l'entraide, la camaraderie, eh bien, c'est un pays qui est voué peu à peu à la disparition. Et c'est ce qui malheureusement se produit dans le nôtre aujourd'hui. Donc je pense que la voûte était le service national. Il a disparu, il ne sera à mon avis pas possible de le recréer, bien qu'il ne soit que suspendu. On a actuellement pratiquement plus de moyens, et notamment il n'y a plus aujourd'hui une absence totale d'infrastructures. Toutes les infrastructures de l'armée de l'époque, 1996, ont disparu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reprendre le service national. Et donc l'erreur est énorme, on la payera très longtemps. Donc l'armée s'est paupérisée. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le général sur les conséquences, mais malheureusement, il n'y aura pas de machine à rien. Et c'est bien là qu'est le drame. Alors, M. Benedetti, je vous ai vu en débat entre l'ami Daniel Conversano, où vous expliquiez vos positions en faveur de la Russie. J'imagine que voir la France assujettie à l'OTAN, ça va vous donner quelques boutons. En plus que des boutons, c'est du urticaire, c'est rester aux en plaques, ça c'est certain. Alors, dans les présentations, je vais me faire modeste parce que même si avec son énergie, j'ai eu peur que Alexandre Juvin-Brunet me qualifie de général Benedetti, mon expérience militaire se limite au service national, parce que je suis d'une génération où on faisait encore son service national, et au modeste grade de sergent au 9e RCP, à Pamiers, 9e régiment de chasseurs parachutistes, et j'ai porté le béret rouge, et régiment qui a été dissous par Jacques Chirac dans la grande réforme, catastrophique réforme, je vous rejoins là-dessus, de l'abolition du service national. Alors, ce que je crois, c'est que moi je peux vous donner ma vision politique, puisque je suis un pur politique, même si je suis un soldat politique, je conçois l'engagement politique comme ça, c'est la politique au sens noble, bien évidemment, pas les carrières à gérer des politiciens. Le problème de notre armée aujourd'hui, c'est qu'il reste des militaires, des beaux militaires, mais on n'a plus d'armée. Tout simplement parce que l'armée n'est plus au service des intérêts de la nation, aux intérêts de la France. Une des missions, il y en a deux pour moi essentielles de l'armée, une des missions, c'est de défendre la souveraineté nationale, défendre le prestige de la nation, assurer son autonomie, notamment en matière d'énergie,
d'accès aux matières premières. Aujourd'hui, le système est au-dessus de la nation. C'est-à-dire que les institutions qui sont les nôtres, la République, est au-dessus de la nation. Alors qu'il y a un principe fondateur, c'est que la nation est toujours au service, est toujours au-dessus des institutions. Donc on demande à l'armée aujourd'hui de défendre les intérêts non pas de la nation, mais de défendre l'intérêt des institutions, d'un système qui a rendu les armes et qui défend les intérêts de l'oligarchie mondialiste. Le problème est là. C'est que moi sinon hein, la technique là c'est possible ou ça peut être prévu ou pas? Parce que c'est intéressant de poser des questions, non? Vous en pensez? Bah oui quand même. Bon, mais je pose la question avant que le micro passe parmi vous. Mon général de la WAP, M. Benedetti a dit un truc très intéressant. Ils ne sont pas l'armée n'est plus au service de la nation. Au service de qui d'après vous est-elle aujourd'hui? Oui, mais d'abord je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec ce que le général Pickman a dit, c'est-à-dire que la disparition du service national a été une erreur colossale pour notre pays et nous en paierons le prix un jour ou l'autre. Deuxièmement, je suis également d'accord avec ce que M. Benedetti a dit, c'est-à-dire que l'armée aujourd'hui et les institutions, plutôt ce qui nous sert d'exécutif, de pouvoir exécutif, est aujourd'hui au service d'une oligarchie mondiale. C'est clair et net. Qui agit, alors cette oligarchie, elle est née aux États-Unis, hein, c'est ce qu'on appelle les néoconservateurs américains qui ont décidé unilatéralement de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour que les États-Unis restent encore la puissance dominante pour encore un siècle. Project for a New American Century. C'est le Mein Kampf des néoconservateurs américains et c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour diriger tous les pays vassaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette oligarchie a essaimé petit à petit en Europe. Elle s'est emparée des gouvernances du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne aujourd'hui aussi, et de plusieurs autres pays. Et donc, les États-Unis, par le biais de cette oligarchie, qui ce sont des frères, réussit à contrôler quasiment tous les pays de l'OTAN, c'est-à-dire un peu moins d'1 milliard d'habitants, enfin, qui représente un peu moins d'1 milliard d'habitants, ce milliard n'étant pas tous d'accord, bien sûr, avec leur gouvernance respective. Donc il existe, bien sûr, l'opposition. J'ai entendu tout à l'heure la fin de l'intervention de M. Souran, qui était remarquable, et avec lequel je ne peux que partager les grandes conclusions qu'il a pu tirer, et sa conclusion finale. Il y a, Dieu merci, une opposition d'abord dans le monde. 80% de la population mondiale des pays sont actuellement contre l'OTAN ou le G7. L'OTAN et le G7 est une toute petite minorité. On ne s'en rend pas compte parce que dans les médias, ils donnent l'impression d'être partout. En fait, ils ne sont pas partout, ils sont en difficulté aujourd'hui, c'est clair et net. Donc le G7 et l'OTAN, 12%, 15% de la population mondiale, 12% de l'OTAN. Et si on rajoute les pays du G7, peut-être 15 ou 16%. Donc ces pays-là sont aujourd'hui en difficulté, avec un dollar en difficulté, des économies en difficulté, des dettes à ne plus savoir quoi faire. Et tout cela nous laisse l'espoir d'un effondrement économique à venir. Et j'espère que cet effondrement économique mettra un terme non seulement à la guerre en Ukraine, mais également
l'effondrement économique où c'est-à-dire, vous voulez dire en Europe, en Occident? Dans l'Occident en général, hein, quand vous avez un pays comme les États-Unis qui est à presque 32 000 milliards de dettes fédérales, 32 000 milliards de dettes fédérales, quand vous voyez que les pays créanciers aujourd'hui sont en train de se retirer prudemment, commencent à mettre leur bon du trésor sur le marché, au point que les États-Unis aujourd'hui n'osent même plus communiquer la liste des pays. Jusqu'à janvier dernier, on connaissait très précisément la liste des pays créanciers des États-Unis. Aujourd'hui, c'est terminé. Depuis janvier 2023, l'Amérique ne communique plus sur les pays étrangers, la part de la dette américaine détenue par les pays étrangers. Donc tout ça, c'est nouveau. Ça montre que les États-Unis sont en difficulté et derrière les États-Unis, bien sûr, nous allons être en difficulté parce que les économies, nous sommes également endettés, pas au niveau des États-Unis, mais pas loin. Je veux parler de l'Union européenne en général. La crise Covid nous a plutôt affaiblis et voilà maintenant qu'arrive cette guerre en Ukraine qui va nous porter à un moment ou à un autre un coup de grâce. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cette guerre se terminera par la défaite de l'Occident, de l'OTAN, qui n'a plus les moyens de gagner, qui n'a pas les moyens militaires de s'opposer à la Russie, et encore moins à l'ensemble des BRICS et à l'alliance russo-chinoise. Merci mon général. Alors je vais poser deux questions d'accord. Et après, ce sera au public de poser des questions. Mademoiselle a un joli micro bleu, elle passera parmi vous. Donc dites-moi, mon général Picmal, aujourd'hui, si par exemple l'OTAN veut faire la guerre, en ce moment on veut faire la guerre à la Russie, c'est-à-dire que c'est l'OTAN à autorité sur l'armée française pour envoyer, par exemple, en Ukraine. Est-ce que ça, ce serait possible? Hélas, vous le savez, l'OTAN, c'est une organisation. Alors, dans le micro. C'est une organisation qui fédère un certain nombre de pays, dont les armées sont liées par un traité qui est né en 1949 et qui amène finalement chaque nation appartenant à l'OTAN à fournir sa contribution sur des choix qui sont faits. Or, aujourd'hui, l'OTAN, c'est d'abord les États-Unis. C'est eux qui ont la main sur l'OTAN. Autrement dit, les nations qui appartiennent, il y en a 31 qui appartiennent à l'OTAN, sont totalement soumises et dépendantes des États-Unis, qui sont la puissance mondiale la plus forte, à la fois militairement et aussi politiquement. Et donc le choix des États-Unis, ça a été de pousser finalement la Russie à envahir l'Ukraine pour pouvoir faire disparaître la puissance militaire de la Grande Russie. La Russie, ça a toujours été l'ennemi vraiment du monde occidental et en particulier des États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle est tombée dans le piège, ce qui a emmené bien sûr à avoir dans les républiques de l'Est, notamment le Donbass, d'avoir des Ukrainiens qui sont russophones et qui sont pro-russes, et donc d'avoir amené ces gens-là un petit peu à se rebeller, parce qu'ils refusaient d'être intrinsèquement ukrainiens, donc occidental, et ils voulaient. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une impasse. Poutine en a conscience. Soit il gagne et la paix s'installe, soit il perd, et ce qu'il n'acceptera pas. Parce que il est contre. Qu'est-ce qui peut se passer? Pardon? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il a plusieurs fois évoqué, si la Russie devait perdre le conflit, il ne l'accepterait pas et il utiliserait l'arme nucléaire, bien entendu. Ce qui serait, bien sûr, pour lui, le moyen de faire disparaître à la fois et l'Occident et l'Orient. Parce que c'est sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est tombé
dans une équation qui est difficilement soluble. Personne ne veut négocier. Poutine, s'il négociait, il pourrait négocier en position de force. L'OTAN, qui fournit tous ses moyens militaires à l'Ukraine, y compris les chars Léopard qui ont déjà disparu, y compris des avions. On sait que les avions F-16, ça demande des pilotes qui ont entre 1 an et 1 an et demi à être formés. Donc s'il y a des pilotes dans des F-16 américains, ça ne pourrait être que des gens de l'OTAN et donc des États-Unis. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'OTAN est belligérant, ce qui est nié, justement. Et donc c'est là qu'est la tromperie de cette guerre qui est pour moi une ignominie. Elle n'aurait jamais dû se produire. Il y avait des choses à régler. Et ce sont les Américains qui sont les auteurs et qui seront les responsables de tout cataclysme dont on est menacé aujourd'hui. Alors vous êtes général 4 étoiles, ancien général de la Légion étrangère, et donc comme je vous tiens, j'ai d'autres questions, parce que voilà, là on parle aussi de souveraineté. Est-ce que ça signifie que, imaginons que vous, mon général, vous seriez encore en active, est-ce que ça signifie qu'un général, vous serez sous l'autorité d'un général américain? Est-ce que ce serait ça en gros? Est-ce que lui pourrait vous donner un ordre? Non, on n'est pas sous l'autorité directe. L'Alliance et l'organisation de l'OTAN fait qu'il y a des états-majors dans lesquels il y a des représentants de toutes les nations participantes. Il y a 31 nations dans l'OTAN, bon, il y a des représentants. Mais la Légion étrangère, parce que vous l'évoquiez, elle peut être indirectement sous les ordres de l'OTAN, mais pas des États-Unis, même si les États-Unis sont la force dominante de... Oui, mais comment ça se passe à l'intérieur? Voilà, ils sont la force dominante, et l'OTAN, c'est un organisme. Ok. Il y a les États-Unis. Si eux mettent de l'argent, aujourd'hui, par exemple, la France, elle participe à l'aide qui est apportée à l'Ukraine. Elle fournit des moyens, des munitions, des blindés, elle a fourni des canons César. Donc, on voit que le fait d'appartenir à l'organisation intégrée nous amène à être dépendant de l'OTAN. On ne peut pas dire non, on ne participe pas. Ça devrait être ça la véritable raison. On n'a rien à faire, nous, en Ukraine. On n'a rien à faire. Rien. Absolument rien. On y est. On y est. Vous savez qu'il y a eu, il y a quelques mois, la destruction du PC de l'OTAN, qui était à 130 mètres de profondeur dans Kiev, dans lequel, ça n'a pas été dit, il y avait vraisemblablement des officiers français. Et pratiquement, les 4/5e ont été détruits. Donc on voit l'engrenage qui est inacceptable du poids de l'OTAN et donc des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est d'abord l'OTAN, sur finalement la paix du monde. Et c'est ça qui est inacceptable. Donc aujourd'hui, pour moi, les militaires de haut rang, qui sont français, qui devraient donc prendre l'angle du président de la République et lui dire rester dans l'OTAN tel qu'on est aujourd'hui, ça n'est pas acceptable. On est français et on n'a rien à faire là-bas. Alors, monsieur Benedetti, dites-moi, vous êtes un nationaliste français. Pourquoi avoir choisi, avoir décidé de soutenir la Russie plutôt que l'Ukraine? Parce qu'en Ukraine, on peut dire qu'il y a des nationalistes ukrainiens. Et je sais que dans votre obédience, des membres sont plus du côté ukrainien. Pourquoi faut avoir choisi justement l'inverse? Parce qu'un nationaliste a pour base de se fixer les intérêts français. Maurice Barrès, un des peintres français du nationalisme, disait le nationalisme, c'est de résoudre chaque question par rapport à la France. À partir de là, quels sont les ennemis de la France? Les ennemis de la France sont plus outre-Atlantique en Russie, même si certains agitent le chiffon rouge du néo-communisme. Mais on n'est plus à l'époque du communisme tout-puissant, où le Parti communiste en France notamment était dirigé par un parti communiste clandestin qui était aux ordres de Moscou. On n'en est plus là. Je dirais, à propos de l'OTAN, tout cela, ce ne sont que des outils au service de l'hégémonie de cet empire américain
qui, au gré des circonstances, utilisent l'un ou l'autre. Si on remonte un petit peu en arrière, quand il a fallu intervenir en Corée, ça a été sous l'égide des Nations Unies, l'ONU, puisqu'il y avait ce bataillon français de l'ONU qui s'est distingué. Quand ils ont voulu, toujours la même oligarchie, on dit, intervenir en Libye, ils ont obtenu, en trahissant leur parole et en manipulant les Russes, puisqu'ils ont promis aux Russes, s'ils n'apportaient pas leur veto au Conseil de sécurité qui a permis l'intervention en Libye sous l'égide de l'ONU, que c'était une intervention pour sauver uniquement les populations civiles, alors qu'on savait très bien que c'était une intervention pour détruire le régime de Kadhafi et notamment pour Sarkozy toute sa vie, d'effacer toutes les preuves de financement de sa campagne électorale par le quand il a fallu intervenir contre Saddam, quand ils ont voulu intervenir contre Saddam Hussein, ça a été une grande alliance derrière les États-Unis, sans même utiliser l'OTAN, sans même utiliser l'ONU, si vous voulez. Ils ont toutes ces palettes, toutes ces armes politiques qu'ils utilisent au gré des circonstances. Et ce qui se passe aujourd'hui, et on voit bien l'enjeu est là, quand ils nous parlent de grands resets, de grandes réinitialisations, c'est parce qu'ils sont bloqués en fait. Dans le livre de Schwab, c'est très intéressant parce qu'en introduction, ils disent il faut qu'on arrive à trouver un plan B, auquel cas, ce sont les nationalismes qui vont l'emporter partout sur la planète. Donc ils sont bloqués puisque à l'ONU, il y a le droit de veto de la Russie et on ne les reprendra plus après l'affaire libyenne et encore moins aujourd'hui, si vous voulez. Les États-Unis sont partis la queue entre les jambes de l'Afghanistan et ils ne sont pas prêts à faire une opération militaire directement sous drapeau américain avec l'armée américaine. Il faut qu'ils se refassent une virginité et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'utilisation des Ukrainiens et de cette guerre jusqu'au dernier des Ukrainiens. Ça permet, je serai un peu plus pragmatique parce que on a eu une guerre avec tous les protagonistes en Syrie. Nous avons les Américains, toujours en place, les Kurdes, l'islamisme salafiste politique, ce que d'aucuns du Front de la Résistance appellent les takfiristes, qui faisaient office des bandéristes aujourd'hui. Ce sont ces islamistes manipulés, je dirais. Et nous avons la Russie, nous avons l'Iran, en Syrie, et tous les protagonistes que vous retrouvez aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine étaient présents comme un peu la guerre d'Espagne avant la Seconde Guerre mondiale. Et le front s'est plus ou moins, la Turquie, le front s'est plus ou moins stabilisé. Les Américains sont toujours là, ils ont mis la main sur une grande partie du pétrole, ils s'appuient sur les Kurdes. Les Turcs, leur souci c'est de mettre au pas la résistance kurde. Et les Russes et les Iraniens, c'est d'assurer la légitimité du pouvoir. Donc si vous voulez ce qui se passe aujourd'hui, les États-Unis avaient besoin de cette guerre. Pour garder la main en Ukraine et continuer à mettre la main sur les richesses en Ukraine, parce que c'est un pays qui est très très riche, c'est ce qui a toujours fait le malheur de ce pays, c'est leur richesse et pas de frontières naturelles. Donc ils ont toujours été sous la coupe de la puissance dominante. Que ce soit... mais la France dans tout ça, est-ce que la France a un rôle à jouer, cher M. Benedetti? Ah ben la France, son rôle à jouer, c'est de dénoncer cette guerre, puisque ces gens-là se nourrissent de nos divisions dans le pays, comme division à l'international, parce que ceux qui nous dirigent, c'est une petite clique de rien du tout quand vous regardez. Donc ils ont toujours besoin que les gens s'entretuent pour pouvoir continuer à prospérer, à monopoliser les richesses, à piller nos richesses, que ce soit les richesses nationales. On parlait, Soral parlait justement des classes moyennes dont les richesses sont pillées par tous les trusts et les regroupements économiques et financiers,
Donc ces gens-là, c'est une clique. Si les nations s'unissent et se coordonnent, si le peuple s'unit, ils sont balayés d'un revers de main. Alors, les questions du public, ce sont des belles questions. Il y a mademoiselle très jolie qui va venir passer parmi vous. Ah, question à madame. Dites-nous à qui d'abord, je vais poser la question. Ah ben global, allez, question, hein. Non, en gros, vous appelez à la désobéissance. Parlez bien dans le micro. Vous appelez à la désobéissance. On est d'accord. Enfin, moi, personnellement, je pense que sincèrement, je suis. Il y a mon petit truc à vous dire. Quand vous parlez des Américains, c'est un peu des États-Unis, etc. Moi, je dirais plus de la mafia américaine. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, la mafia, elle est partout. Ça peut être en Chine, dans tous les pays, peut-être en Russie, etc. et en Ukraine. Donc, moi, j'ai pas une question, mais sincèrement. Allez-y, J'ai pas une question, mais je dis simplement. Mais vous l'aurez plein après. Hein. J'appelle sincèrement à la désobéissance. Voilà. C'est ça la question? C'est pas une question, j'appelle à la désobéissance de toutes les forces de l'ordre, de l'armée, de la police, de la gendarmerie. On va poser la question à général de la RAF et après à général Pickman. Qu'est-ce que vous pensez de la désobéissance, cher général de la RAF? Moi, je pense que c'est à chacun, le moment venu, en situation de décider si oui ou non les ordres seront exécutés. Moi, je connais un colonel qui a écrit, d'ailleurs, un article en parlant on lui demandait de bombarder une ville en Syrie qui s'appelait Ajin. Et dans cette ville, il y avait une douzaine de terroristes, et pour avoir les 12 terroristes, les Américains proposaient donc de raser la ville. Évidemment, quand on rase la ville, on a les 12 terroristes. Et le colonel français, que je connais, et qui a écrit un article là-dessus, il se fait remonter un peu les bretelles après, mais qui a écrit un article, a refusé d'exécuter cet ordre, carrément. Et ses camarades américains, qui ont été le voir après, ont dit, finalement, c'est toi qui as raison, nous, on n'a pas les couilles pour le faire, mais tu l'as fait. Donc, je pense que c'est à chacun en situation, le moment venu, de prendre sa décision individuellement. Et je pense que dans les forces armées françaises, il y aura des gens qui prendront cette décision, certainement. D'autres ne la prendront pas, en s'abritant derrière le légalisme, en disant que les gens qui donnent les ordres ont été élus. Certes, ils ont été élus, mais après, il est dans le règlement de discipline générale aujourd'hui en France, ce règlement autorise de refuser d'exécuter un ordre illégal. Un ordre illégal ne doit pas être exécuté. Et les généraux allemands qui ont exécuté des ordres illégaux ont été pendus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont été pendus probablement par la justice du vainqueur, certes, mais ils ont été pendus également pour une raison, parce que peut-être ils n'auraient pas dû exécuter certains ordres, certains moments. Voilà. Merci mon général. Général Pickman, les gens attendent que l'armée et la police, justement, rejoignent le peuple. Est-ce que ça peut se faire? Alors, je vais vous dire tout de suite, moi, ce que j'en pense. La police, je la connais qu'un petit peu, mais de contact, elle est d'abord au service de l'État. C'est comme ça. Et donc, c'est très très difficile. L'armée, elle, aujourd'hui, elle est aussi l'armée d'abord de l'État, ça devrait être l'armée de la nation. Mais ça n'est pas l'armée de la nation. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'OTAN, c'est une structure qui ne devrait plus exister. Pourquoi? En 1949, l'OTAN a été créée dans le cadre de la guerre froide pour les besoins de l'opposition entre le pacte de Varsovie, donc dominé par l'URSS, et puis donc les Occidentaux. Il s'est passé des événements graves en 89-90. L'URSS a disparu, qui était le pacte de Varsovie. Et de fait, derrière, l'OTAN, qui n'était qu'une confrontation avec un autre bloc, devait disparaître. Or, l'OTAN
a subsisté. Pourquoi? Parce que les Américains le voulaient, alors que l'OTAN devait disparaître, puisque le pacte de Varsovie n'existait plus. Et si l'OTAN avait disparu à l'époque, il n'y aurait pas aujourd'hui le conflit ukraino-russe. Il n'existerait pas. Donc on voit que là, il y a vraiment une manipulation de l'histoire et un fait que l'OTAN finalement aurait dû disparaître en 91 et l'OTAN existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous le savez bien, en 1966, le général de Gaulle, qui était quand même un chef d'État assez tonique, avait quitté l'OTAN, l'organisation intégrée. On était resté que dans l'Alliance. Il a fallu qu'on arrive en 2009 pour que notre président Sarkozy réintègre la France, les forces armées à l'intérieur de l'OTAN. Ce qui est une erreur, c'est une erreur manifeste, une erreur colossale. On ne devrait pas être dans l'organisation intégrée. Dans l'Alliance, oui, mais pas dans l'organisation intégrée. Est-ce que l'armée désobéira un jour comme et l'armée viendra avec les gens? L'armée, elle est légaliste et loyaliste. Ça veut dire qu'en gros, elle est dirigée et commandée par le chef de l'État qui institutionnellement et constitutionnellement est chef des armées et que, sauf cas grave, l'armée exécutera les ordres du chef de l'État et donc des gens au pouvoir de l'État. Aujourd'hui donc, c'est plus l'armée de la nation, c'est l'armée de l'État. C'est pas la même chose. Monsieur Benedetti, désobéissance, il faut la désobéissance à la loi. C'est une question importante. Alors, je pense que plus qu'appeler à la désobéissance, il faut appeler à sortir du système. Mais sortir du système, ce n'est pas sortir du monde. C'est-à-dire qu'il faut sortir mentalement du système par nos moyens de consommation, en utilisant l'espèce, en ayant nos propres moyens de diffusion, de médias, de l'information, etc., etc. C'est à cette question importante, justement, de l'armée et de la police. Et la question s'est posée et se pose encore à travers toutes les multiples manifestations qui existent aujourd'hui de révolte contre le système. En l'état, vous ne pouvez pas demander à un policier ou à un gendarme de démissionner. Il a besoin de son mandat à la fin du mois pour nourrir sa famille, pour payer ses traites, et nous ne lui proposons rien de manière alternative, sérieuse, politiquement. Donc, on ne peut pas leur demander de démissionner. D'ailleurs, ils démissionnent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez vu les statistiques entre les suicides dans la police, les démissions, les difficultés de recrutement, c'est une catastrophe. Donc, quand je rencontre un jeune de chez nous, un jeune militant qui me dit je vais rentrer dans la police ou je vais rentrer dans l'armée, je lui dis pas n'y va pas, ou je veux être journaliste, je lui dis pas n'y va pas, vas-y, il nous faut des nationalistes dans l'armée, il nous faut des nationalistes dans la police, il nous faut des nationalistes dans les médias, il faut y aller. Parce que j'ai été formé politiquement par un homme qui s'appelle Kersidos, qui a mené le combat pour le maintien de notre empire et le maintien de l'Algérie dans la France, à travers le mouvement Jeunes Nations. Il a participé au soulèvement militaire en tant qu'élément politique ici en métropole. Et il a participé ensuite à l'action clandestine. Et il m'a toujours dit, quand on est au pied du mur, vous avez des ralliements qui sont surprenants, qui sont très surprenants. Notamment, il me parlait de cet épisode où le commissaire général Cantlobe, chargé de la sécurité de Gaulle, a pris contact avec eux alors qu'ils étaient dans la clandestinité dans l'OAS pour dire « Oui, vous avez raison, il faut tuer De Gaulle, je vais vous donner l'itinéraire du convoi du général De Gaulle » et c'est comme ça que l'attentat du Petit Camargue a pu être monté. Quand les éléments, quand la situation nécessitera de prendre des décisions, et que tout le monde, chacun individuellement, avec sa conscience personnelle, se trouvera au pied du mur, on sera surpris des décisions et des ralliements. Et je vais vous dire juste ma petite expérience, par exemple, de manifestation des Gilets jaunes. En tant que personnalité politique plutôt connue, le seul travail que je pouvais faire, c'est aller au contact des forces de l'ordre et leur tenir un discours politique, justement. Il y a de nombreuses vidéos sur Internet
là-dessus où je leur dis laissez-nous passer, vous êtes membre d'une belle institution créée par l'empereur, par Napoléon, vous n'avez pas à servir. À l'époque, c'était comment s'appelle-t-il, le ministre de l'Intérieur qui avait picoté avec les mafieux à Marseille. De fer. Castaner. Ah, Castaner. C'est Lunès qui faisait office de préfet et qu'on a aujourd'hui. Je terminerai. Quand j'allais au contact des gendarmes et que je leur tenais un discours politique, nombreux sont ceux qui mettaient leur matraque de manière ostentatoire dans leur bouclier en rangeant en disant vous avez raison, je ne ferai rien contre vous. J'avais même un sous-officier derrière qui faisait comme ça. Donc, il faut sortir du système. Il faut regrouper tous ceux qui sont sortis du système. Mais il ne faut pas sortir du monde. Il faut investir le monde. Parce qu'il faut que, si les nationalistes, les patriotes ne font pas de politique, nous n'aurons pas de politique patriotique et nationaliste. Merci beaucoup, M. Benedetti. Question, madame, vous avez une question? Allez-y. Allez-y. Parlez bien dans le micro. Bonjour et merci pour votre présence. On se rappelle que la France libre a commencé à l'étranger, en dehors des frontières de la France, quand il a fallu la sauver. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est pas une solution de commencer ça à l'extérieur, s'organiser de l'extérieur pour pouvoir ensuite, malheureusement on n'a pas le deuxième amendement comme les Américains pour pouvoir former des milices, mais peut-être qu'on pourrait s'organiser de l'étranger pour... Alors, général... Merci madame. Général de la Warde, est-ce que, madame dit, voilà, le général de Gaulle a commencé la résistance à Londres, est-ce que justement on a un Londres peut-être? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger pour commencer la résistance? D'après vous? S'il y avait un Londres, il serait très loin, puisque aujourd'hui toute l'Union européenne, avec sa gouvernance de Bruxelles, a basculé dans le camp montagnard. Il y a 31 pays, donc tous les pays qui nous entourent, même la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et qui ne fait pas partie non plus de l'OTAN, a basculé quand même dans le camp montagnard en acceptant presque de fournir des armes, alors que c'est contraire à sa constitution. Donc, dans les pays voisins et dans les pays de l'Atlantique Nord, il n'y a pas de pays qui pourrait servir, pour nous, les seuls pays qui pourraient servir de base, ce sont les pays africains, sud-américains ou eurasiatiques. Mais ça fait très loin de la France. Et puis une bonne part de la société française considérerait que le départ à l'étranger est une sorte de trahison. Il faut se battre de l'intérieur du pays, je pense, moi personnellement. Il faut se battre avec sa plume, il faut se battre avec ses idées, il faut se battre avec, en réinformant les gens, comme ça a été dit précédemment. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de convaincre. Mais moi je sens que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Beaucoup de gens commencent à prendre conscience qu'ils ont été menés en bateau, qu'ils sont menés en bateau par les médias. Et moi je le vois parce que chaque jour qui passe, de nombreuses personnes, souvent de simples civils, mais aussi des fois des anciens généraux, des anciens officiers, prennent contact avec moi pour essayer de chercher une information alternative à celle qu'on a dans les médias, qui est carrément biaisée, tronquée, qui monte en permanence. Et on ne peut pas, si vous voulez, le pays basculerait d'autant plus vite si on arrivait à lui faire connaître la vérité. Les vérités sont dissimulées par les médias. Une réinformation, c'est-à-dire qu'il faut informer les gens qui ne s'informent pas. Si, ils s'informent, mais ils ne s'informent que sur TF1 et France 2. Oui, tous les médias mainstream aujourd'hui, LCI, BFM TV, etc., sont entre les mains de cette oligarchie qui tient le pouvoir, de cette petite clique qui tient le pouvoir. Les patrons de ces médias appartiennent à cette petite clique et
Les journalistes, eux, ils veulent tout simplement avoir quelque chose à manger à la fin du mois. Ils comprennent l'allégeance de leur patron à l'oligarchie financière et ils s'alignent. Je vois des émissions, hier ou avant-hier, j'ai vu une émission du russe Piotr Tolstoï invité sur BFM TV. C'était scandaleux quoi, de voir la manière dont nos médias traitent leurs invités et essayent d'imposer au monde entier la vue des journalistes, pas la vue de... On a mis quelqu'un pour nous faire savoir, pour nous faire connaître son point de vue, et là on voit en permanence une meute à 1 contre 4, plutôt à 4 contre 1, hein, ils essayent de démolir, et d'ailleurs les téléspectateurs s'en rendent compte. Hein. Cette émission a fait l'objet de près de 7000 commentaires. Il y en a 99% qui s'indignent contre les journalistes de BFM TV en disant qu'est-ce que c'est que ce cirque. Merci. Merci, mon général. Question de madame. Dans le cas où la Russie gagne la guerre, que pensez-vous qu'il se passerait en France? Est-ce qu'il y aurait des représailles? Alors, question à monsieur le général Pipal, est-ce qu'il y aura des représailles si la Russie gagne la guerre? Voilà, question. Donc, si la Russie gagne la guerre, est-ce qu'il y a peut-être des représailles en France? Non, mais des représailles dans quel sens? Dans quel sens, madame? Donnez-lui le micro. Restez avec madame pour le micro. Allez. Mais oui. Allez, faut courir. Technique et micro. Dans le sens où on est du côté de l'OTAN, est-ce que vous pensez que du coup la Russie se retournerait contre la France ou essaierait de l'appuyer pour avoir aidé en donnant des chars à l'Ukraine, etc. En gros, c'est la guerre mondiale, quoi. La réponse sera simple, la Russie réagirait contre les personnes qui étaient au pouvoir, mais pas contre le peuple. C'est une certitude. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Allez, vous développer. C'est une certitude, car on soupçonne Poutine d'être quelqu'un qui a perdu la raison, je ne crois pas. Il est particulièrement rationnel et il a parfaitement discriminé ce qui est l'affaire des dirigeants, donc des chefs d'État, de l'OTAN, de l'Union européenne, et il a dissocié complètement des peuples. La participation même de l'armée française, par exemple, au profit de l'Ukraine en donnant des moyens matériels, il sait très bien que c'est des décisions politiques et que c'est absolument pas les militaires qui... Ce qu'on peut regretter, c'est que les chefs militaires de plus haut niveau soient soumis de cette manière-là et acceptent des ordres inacceptables et fassent de la France un belligérant, alors que la France ne doit pas être un belligérant. Donc là, c'est vrai que c'est pas un grand bonheur pour nos chefs militaires actuellement, comme les grands patrons d'ailleurs de la police, qui acceptent tout, à partir du moment où ça vient du politique. Aujourd'hui, je peux dire, l'armée devrait être l'armée de la nation, mais c'est pas l'armée de la nation aujourd'hui, c'est l'armée de l'État. Applaudissez le général Pipal. Allez, une question encore, est-ce qu'il y a des questions? Ah, monsieur? Bon, vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais il y a monsieur qui a une question, il est venu jusqu'à là. Bon, il y a monsieur derrière. Ouais. Mettez-vous près de madame pour poser une question. Allez-y, monsieur. Il faut quand même remarquer que pour faire une attaque de guerre, les députés doivent donner leur accord. Or, monsieur Benedetti, vous répondez. Hein. Or, ça a été fait sans l'accord des députés, simplement au nom de M. Macron. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que normalement, on est sorti de la démocratie avec ça? Exactement. Normalement, ce sont les députés qui doivent confirmer si on fait une attaque extérieure ou pas. Là, il n'y a rien du tout. Alors, est-ce qu'on sort de la démocratie, M. Benedetti, vous qui faites de la politique? J'ai une piètre opinion de cette démocratie et je dois vous dire qu'il trouve toujours des artifices. Je faisais mon service militaire quand l'armée française est intervenue contre Saddam Hussein. Il eut fallu que le Parlement donne son accord pour l'intervention de l'armée française. Ils ont trouvé des subterfuges, notamment ils faisaient signer à des appelés comme nous des services longs qui
transformés en des services longs qui transformés en des incorporations, si vous voulez. Donc, à chaque fois, ils trouvent des artifices, vous savez. On n'a pas affaire à des gens honnêtes, on a affaire à des menteurs, on n'a pas affaire à des gens honnêtes, on a affaire à des gens voleurs, on n'a pas affaire à des gens honnêtes, on a affaire à des gens qui servent des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. Merci, monsieur Benedetti. Monsieur, une question. Vous serez trois à répondre. Vous trois, vous répondrez. Il reste encore pour cette. Il reste 6 minutes. Voilà. Donc, monsieur, allez-y. C'est à propos de la guerre en Ukraine. Vous avez besoin de vous rapprocher. Quand vous voulez, c'est de rapprocher. Aujourd'hui, on a quand même une vision par rapport aux terroristes de Davos. On les a vus avec leur culture, ils veulent en terminer, ils veulent tuer, ils veulent, je sais pas quoi, ils veulent tuer. Parlez dans le micro, Ils veulent tuer. Et donc, est-ce que la guerre en Ukraine ne serait pas un psyop, c'est-à-dire un arrangement, une super série hollywoodienne? C'est-à-dire que Vladimir Poutine, dans le passé, on le voit en photo, on le voit en vidéo, à Davos. Il a participé à Davos plusieurs années. Aujourd'hui, il fait la guerre à Zelensky, qui faisait du piano, et qui va à Davos. Il travaille pour M. Klaus Schwab. Zelensky, Vladimir Poutine, Davos, Klaus Schwab. Est-ce que ce n'est pas une superproduction Hollywood? Qu'est-ce que vous voulez dire dans superproduction? C'est-à-dire que c'est un cinéma, c'est juste pour nous endormir. Le but du jeu, c'est de tuer les peuples. Alors, monsieur Pickman. Les guerres, ça tue les peuples. Alors, ça tue les femmes, ça tue les enfants. Monsieur, tout va vous répondre. Général Pickman, monsieur Gérald Delabarre et monsieur Benedetti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je ne comprends pas la question. Est-ce que monsieur veut dire, c'est que est-ce que c'est pas un cinéma que l'on nous vend pour nous mettre sur l'autopie particulière? En ce qui me concerne, Attendez, monsieur. Allez-y. Je comprends qu'on puisse avoir ce concept, mais moi personnellement, je ne le retiens pas. C'est pas un petit phénomène, non. On est bien dans le pour être grave, et ce conflit, il est tôt ou tard arrivé. En 2015, il y a eu des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés. Les provinces russophones ont été massacrées pendant 5 ans, entre 2015 et 2020-21. La Russie avait tiré la sonnette d'alarme pour sauver ses peuples russophones. Personne n'a essayé d'appuyer la position de Poutine à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a décidé, il a dit, puisque personne ne veut aider les russophones du Donbass, moi je vais les sauver. Voilà. Il l'avait fait pour la Crimée, il l'a fait là aussi. Donc, en conséquence, j'estime que non, il n'y a pas de cinéma là-dedans. Monsieur Gérald Delabarre va vous répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, monsieur mon général? Les trois vont vous répondre. Les trois. Allez-y. Moi, personnellement, écoutez, monsieur. Je pense que si Poutine a été une fois à Davos dans sa vie, il n'y est pas retourné. Hein. Ce n'est pas un habitué de Davos, il ne va pas tous les ans. Il y a été une fois, il y a peut-être une vingtaine d'années, pour aller voir ce qui s'y passait. Il est bien. Allez-y. Il a probablement eu raison d'y aller pour s'informer, il est allé voir, il a vu, il est revenu, il n'y est pas retourné. Hein. Donc je ne pense pas que Poutine soit un affilié de Schwab, un copain de Schwab, bien au contraire. Hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a des valeurs, il défend je veux dire, les valeurs chrétiennes, l'orthodoxie. Hein, c'est un homme droit, je crois, tel que je le perçois et tel que je le connais, enfin je le connais, je ne casse pas la croûte avec lui tous les jours, mais tel que je le perçois, je pense que c'est un homme droit et qui a fait ce qu'il fallait faire. Hein. Je pense que j'aurais été à sa place si j'avais eu les connaissances qu'il avait et le poste qu'il avait, j'aurais probablement fait la même chose. Merci mon général. Monsieur Benedetti,
monsieur. Monsieur Benedetti, attendez là, on a la réponse de monsieur Benedetti. Ah, quand même. Le Poutine dont nous parle ce monsieur, c'est le Poutine, oui, et au tout début des réseaux Soros, du réseau Sobchak, son maître à penser, son prof à l'université qui l'a fait grimper, de l'équipe Yeltsin, qui se sont choisis ce poulain pour servir les intérêts des oligarques qui avaient mis la main sur les richesses du pays en Russie. Mais le Poutine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Poutine de cette époque-là. C'est comme si vous comparez le Napoléon, empereur qui restaure l'unité et la grandeur française, avec le Bonaparte, ami du frère de Robespierre, si vous voulez. Parce que Poutine, il est au point de convergence de trois forces qui traversent la société russe. Vous avez le courant libéral, en effet, qui est l'héritage de toute cette époque Yeltsin, Sobchak et des oligarques. Il est le représentant du communisme, puisqu'il était membre du parti en tant que KGBiste. Et c'est aussi un patriote, puisqu'il était un militaire. Il est un militaire. Donc, si vous voulez, il représente, il est le résumé de ces trois courants qui parcourent la Russie, et avec les courants aujourd'hui, le courant libéral qui est en train de se purger, notamment depuis l'annexion de la Crimée et les premières sanctions, parce que les sanctions datent d'hier, hein, et la montée, notamment en guerre, des forces patriotiques. Donc non, Poutine, au début, était en proie au problème russe qu'a exposé Solzhenitsyn, notamment dans un petit livre paru après l'effondrement du bloc soviétique, un livre qui s'appelle Le problème russe, et qui est simple, le problème russe, c'est que du jour au lendemain, 28 millions de Russes se sont retrouvés étrangers sans même bouger de place. Donc si vous voulez, le problème russe que tente et qu'a tenté de résoudre Poutine, notamment avec la guerre en Géorgie, c'est de défendre l'intérêt de ces Russes qui se retrouvent en situation à l'étranger et menacés, notamment en Ukraine, puisqu'ils avaient interdiction de parler le russe. Ils avaient, pour les anciens combattants, leurs émoluments, leur retraite avait été coupée par le pouvoir de Kiev après Maïdan. Donc, si vous voulez, non, ça c'est la théorie. Vous êtes satisfait de votre réponse, monsieur? Vous êtes satisfait? Bon, et la démocratie est là. Hein. Merci beaucoup pour ce tableau. Merci, le général de la Loire. Merci, général Pittman. Merci, M. Benedetti. M. Benedetti a un stand ici d'ailleurs, là-bas. Applaudissez-les!